le responsable opérationnel de la ligne de produits maintenance de Technocampus. Et Technocampus est un centre de compétences basé à Gosselies. Donc ici, je vais vous présenter les métiers phares de la maintenance, les métiers sur lesquels on travaille essentiellement au sein de Technocampus. Alors, voilà les métiers sur lesquels on va travailler aujourd'hui, où je vais vous les présenter. On va parler de l'opérateur de production maintenancier de premier niveau. On va parler aussi du mécanicien industriel, mais qu'on peut appeler aussi le mécanicien de maintenance ou le mécanicien d'entretien. On verra, c'est un petit peu en fonction de l'entreprise, mécanicien industriel, mécanicien de maintenance, d'entretien. Vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes par rapport à ces différentes interprétations. L'électricien industriel, qu'on peut aussi appeler l'électricien de maintenance ou l'électricien automaticien, je vous expliquerai un petit peu quelles sont les affinités par rapport à ces différents termes. Alors la denrée rare, l'électromécanicien, mais qu'on appelle aussi de plus en plus le technicien de maintenance, et nous terminerons par l'automaticien. Voilà, alors vous allez voir que dans les différents slides, je vous ai fait un petit descriptif de fonction de ce qu'on attend. Ici, on va commencer par l'opérateur de production maintenancier de premier niveau. Ensuite, les compétences techniques qui sont nécessaires pour assumer cette tâche d'opérateur de production, ainsi que les soft skills, le savoir-être. Et ensuite, toutes les formations que nous proposons et qui ont un attrait par rapport à ce métier. Donc l'opérateur de production, en fonction de l'entreprise, l'opérateur de production, il va travailler dans un environnement manuel ou de plus en plus automatisé. C'est en fonction un peu de cette automatisation que le degré de qualification va varier. Plus on va aller vers l'automatisation, plus on va demander à la personne d'avoir pas mal de compétences. Alors, il va travailler généralement en flux continu. Ça peut être le 6-2, 2-10, 10-6, que ce soit en semaine, aussi en week-end. Mais voilà, il doit savoir que ce sont des horaires à travail posté. Donc, dans un premier temps, il faut qu'il ait en tête que ce travail requiert de la force physique. Pourquoi? Parce que il faut porter des charges lourdes. Il y a des positions qui sont inconfortables dans certaines fonctions, dans certains postes. Donc les tâches qui vont lui être attribuées, c'est tout simplement, il est en charge de la production. Ça, c'est vraiment la partie opérateur de production, contrôle qualité, etc. Et dans le maintenancier premier niveau, là, vous allez voir, après dans les descriptifs techniques, on va attendre de lui des connaissances de base en électricité, en mécanique, en pneumatique, pour pouvoir intervenir et maintenir sur des petites interventions de maintenance. Alors, les compétences techniques, déjà comme je vous l'expliquais précédemment, il faut connaître les matières premières et en contrôler la qualité. Il doit être attentif à la qualité des produits et au fonctionnement technique de la machine. Il en assure le bon fonctionnement. Dose les ingrédients. En réalité, c'est ce qu'on appelle gérer les recettes de production. Si je prends par exemple Materne, ils ne font pas que la confiture Materne, ils en font plusieurs et c'est le rôle de l'opérateur de production ou conducteur de ligne de préparer les productions en fonction des différents clients. Il a un rôle hyper important sur tout ce qui est contrôle qualité. Alors, se servir d'un ordinateur, parce que maintenant c'est un impératif. On va parler même à un certain moment d'informatique industrielle. On est de plus en plus dans le cloud, le 4.0. C'est pour ça qu'on demande de plus en plus de compétences aux opérateurs de production. Il doit être attentif à la sécurité. À l'heure d'aujourd'hui, la sécurité, c'est un incontournable. On ne peut plus passer à côté. Et ensuite, gérer tout ce qui est tableau de commande. Alors, dans les soft skills, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il y ait de la rigueur, il doit être minutieux, il doit être méthodique, proactif, la résistance physique. Voilà, pourquoi? Parce que
On va travailler dans des ambiances parfois pesantes. Je veux dire par là, on peut travailler dans un frigo toute la journée. Il doit être vigilant et concentré. Il doit être habile de ses mains et avoir des mouvements coordonnés. Il est résistant au stress. Ça, je pense qu'on va souvent en parler dans les métiers de la maintenance. C'est un impératif, hein. Être résistant au stress. Pourquoi? Parce qu'il y a ce stress de production qui est à chaque fois derrière. Il doit être orienté qualité. Il doit avoir ce souci de la qualité. Il est autonome. Et alors, quelque chose d'hyper important, c'est la flexibilité. On en parle de plus en plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est la flexibilité. Et un impératif, bien évidemment, quand on travaille avec des denrées alimentaires, c'est la bonne hygiène corporelle. Alors, ben, où c'est intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu les formations. Quand vous avez personne qui se présente devant vous, ben, parfois il lui manque un petit quelque chose pour entrer dans une usine et de pouvoir être un bon opérateur de production. Donc j'ai mis en premier chaque fois pour moi les indispensables. Donc le VCA, la formation sécurité de base, le BA4. Alors pour ceux qui ne savent pas, le BA4, c'est une formation sécurité électrique où on va tout simplement sensibiliser la personne au danger de l'électricité. Dans certaines entreprises, c'est quelque chose qui est très souvent demandé. Ensuite, on a la formation conduite d'un système automatisé. Elle fait 5 jours et cette formation, elle va permettre aux futurs opérateurs de production de se familiariser avec tous les outils de la production et en même temps de se familiariser avec les systèmes automatisés. C'est-à-dire que de plus en plus, les lignes de production sont automatisées. On va retrouver des automates programmables. Ce sont des petits boîtiers informatisés qui prennent le contrôle des lignes de production, mais de plus en plus aussi des robots. Donc c'est tout simplement une manière, dans cette formation de conduite d'un système automatisé, d'amener le stagiaire, de se familiariser avec les systèmes automatisés, les automates programmables. De là découlent aussi des interfaces homme-machine. Ce sont les fameuses HMI, les grands écrans que généralement on voit sur les photos. Hein. J'essaie un petit peu de vous représenter ça au mieux, où c'est sur ce dispositif que le stagiaire, pas le stagiaire, que l'opérateur de production va tout simplement répartir sa production, mais aussi ses différentes recettes et aussi avoir un œil sur, enfin plutôt un contrôle sur la ligne de production et ainsi que sur la qualité. Ensuite, on arrive sur les fameux brevets caristes, hein, parce que pour nous, c'est un incontournable, encore une fois, hein, dans ce métier d'opérateur de production. Il sera certainement amené à manipuler comme on appelle un clerc. Hein. Donc ça, c'est une formation qui fait 2 jours. Attention qu'elle peut varier aussi en fonction du nombre de candidats. Si on a plus de 5 candidats, pour que ces formations restent qualitatives, on passe à 3 jours. Comme ça, chaque stagiaire a la possibilité de réaliser les différents exercices qui nous permettront de valider ou pas ses compétences. Et c'est la même chose pour le brevet pontier et gerbeur. Alors, il y a frontal, mais il y a la possibilité d'avoir tous les types de gerbeurs. Ensuite, il y a quelques années, je pense que depuis 2020, nous avons mis en place, avec Travi, un module, entre guillemets, spécial opérateur de production. C'est un petit module de 10 jours où on va retrouver de l'électricité de base. Alors, on s'entend bien, on n'en fera pas un électricien, mais on va l'amener à réaliser certaines tâches qu'il pourrait rencontrer en industrie. C'est là où on prend part dans le maintenancier premier niveau. Ça va être changer une ampoule pour pouvoir réenclencher un interrupteur sectionneur, d'orienter au mieux la maintenance en cas de défaillance. C'est un petit peu une formation qui va permettre à l'opérateur de production d'avoir le jargon, entre guillemets, de l'électricien. Ensuite, on a intégré le BA4 dans cette formation. Petit rappel, le BA4, c'est une formation sécurité électrique qui permettra aux futurs employeurs de déterminer ou non la compétence.
une petite formation de 2 jours en pneumatique, où on va le sensibiliser aussi sur tous les attraits de la pneumatique. Il va être capable d'intervenir sur des petits dépannages et des petites maintenances, du genre remettre un tuyau d'air comprimé, régler aussi une pression, des petites choses voilà, où on demande de plus en plus de compétences. Et ensuite, le CSA, c'est tout simplement la conduite d'un système automatisé. Alors, ce qu'on propose aussi quand on est vraiment sur des niveaux high level, c'est directement l'électricité de base, où là, on va apprendre à utiliser un peu les appareils de mesure, un multimètre qui permet de travailler sur une tension, sur une résistance. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais là, c'est vraiment une grosse sensibilisation à l'électricité. Généralement, sur des lignes de production, vous avez une multitude de petits détecteurs et ça va lui permettre de savoir ce qu'il peut faire avec, comment les nettoyer, comment les maintenir. Parfois, c'est très facile à remplacer, c'est du plug and play, mais il faut tout simplement avoir les bons gestes. Et lors de cette formation, eh bien, on va lui donner cette compétence. Et ce sera exactement la même chose pour la mécanique de base. On va apprendre un petit peu la mécanique de base. Il va être capable de réaliser un perçage, un taraudage, s'il doit intervenir pour fixer une petite cellule de détection, par exemple. Tout ce qui est lubrification. On a beaucoup de convoyeurs en industrie qui nécessitent de la maintenance de premier niveau. Et cette formation permettra à l'opérateur de production d'avoir les gestes adéquats. Alors, on va passer maintenant au mécanicien industriel, qu'on peut appeler aussi un mécanicien de maintenance ou un mécanicien d'entretien. C'est un petit peu le MacGyver de la mécanique. Il intervient généralement en toute autonomie et sur des installations simples en mécanique. Il exécute des travaux de maintenance, de montage, démontage. Il réalise les différents réglages, il procède aux réparations et remises en service d'ensembles et de sous-ensembles industriels. Alors, quand on parle de sous-ensembles et de sous-ensembles industriels, on parle de mécanique, d'hydraulique, de pneumatique. C'est vraiment son cheval de bataille. Il travaille exclusivement avec ces domaines-là. Le mécanicien d'entretien, donc quand il intervient sur les différentes phases, on parle de montage, démontage. Il est capable, dans cette tâche-là, d'exploiter et de compléter les données fournies par les plans et la documentation des machines. C'est-à-dire qu'il va suivre un ordre de travail bien défini. Il y a des procédures qui existent. Si je prends par exemple démonter les rouleaux d'un convoyeur, il y a une procédure à respecter et il est apte, lui, de réaliser cette tâche de la meilleure manière. Il intervient aussi pour le dépannage. Donc ce rôle, c'est vraiment observer ce qui coince. Alors ça peut être visuel, ça peut être aussi avec des dispositifs. Maintenant, il y a des casques où on travaille avec des ultrasons pour vraiment déterminer l'origine de la panne. Et ensuite, il réalise l'intervention et il n'est pas inscrit ici, mais chaque fois qu'il y a un dépannage, c'est tout simplement un rapport de dépannage qui doit être réalisé. Alors sur la maintenance, il y a plusieurs types de maintenance. Il y a la maintenance prédictive, préventive, curative. C'est tout simplement respecter les plans d'entretien et signaler les anomalies constatées selon les différentes procédures et participer aussi aux améliorations sur les lignes. Il y a une sensibilisation à la GMAO qui doit être faite par notre mécanicien. Alors, les compétences techniques, comme je vous le disais, ses domaines de prédilection, dans un premier temps, c'est vraiment la mécanique pure industrielle. Là-dedans, on va retrouver les alignements, les roulements, l'assemblage, il y a plein de petites choses
où je vous détaillerai tout ça dans les formations prérequis. Il est capable de lire des schémas, des plans et des notices techniques. Il possède des notions en électricité. Pourquoi? S'il doit démonter un convoyeur, je reprends l'exemple du convoyeur, des bandes transporteuses, eh bien, elles sont mises en mouvement par un moteur électrique, eh bien, il doit être capable de le mettre hors tension. Il ne va pas pouvoir lui travailler sur le couplement de manière électrique, mais il doit être capable de vérifier l'absence de tension pour pouvoir travailler en toute sécurité. Il doit être, comme je le disais précédemment, maîtriser l'informatique à travers certains logiciels de gestion. Dans les grosses entreprises, on travaille généralement avec une GMAO. Utiliser des appareils de mesure, des outils, il est très manuel. Notre mécanicien, que ce soit une disqueuse, une perceuse, des clés dynamométriques, tout ça pour lui, ça ne doit plus avoir aucun secret. Et ensuite, rédiger des comptes rendus et des fiches d'intervention lors de ces différents dépannages ou des plans de maintenance. Participer toujours à l'amélioration continue des processus. Alors, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de lui qu'il puisse planifier ces différentes interventions. Là-dedans, on cherche aussi la prise d'initiative. Il doit être encore une fois proactif. Vous allez voir que les savoir-être, les soft skills dans les métiers de la maintenance, même si les métiers sont différents, ce sont souvent les mêmes soft skills qui reviennent. C'est la polyvalence, la flexibilité. Polyvalence, qu'est-ce qu'on entend? Il peut très bien travailler sur une partie de la ligne de production où sa panne se situe sur de l'hydraulique et l'après-midi, retourner sur de la mécanique pure et le lendemain, il est sur un problème en pneumatique. Donc, il doit être hyper flexible. Il doit être aussi autonome et je vais rajouter aussi inventif. Pourquoi? Parce que quand on travaille en industrie, on sait que parfois on n'a pas la pièce de rechange sous la main et donc il faut trouver des solutions. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu du MacGyver, mais voilà où ce MacGyver il va devoir intervenir, être ingénieux et trouver, il doit être orienté solution. Il est curieux aux nouvelles technologies, il a toujours cette envie d'apprendre. Même si ça reste de la mécanique, il y a maintenant de plus en plus d'outils informatiques qui permettent de simplifier les tâches. Il a le sens de la communication et de la responsabilité, puisqu'il va communiquer avec ses équipes et ses responsables sur les défaillances et ou sur les améliorations qui peuvent être mises en place. La mécanique, c'est de la précision, il faut être minutieux. On parle parfois du centième près, le centième de millimètre. C'est un petit peu l'équivalent d'un horloger. Je ne vais pas trop exagérer par rapport à ça, mais ça doit être hyper précis. Encore une fois, c'est la résistance au stress et la bonne condition physique. Il est amené, dans certains cas, de devoir manipuler des charges de plusieurs tonnes. Si on travaille dans une aciérie, vous avez des poches où on transporte l'acier en fusion, ça c'est plusieurs tonnes. Donc, les formations qu'on propose pour un mécanicien, c'est toujours, on revient sur ces formations de sécurité avec les incontournables, le VCA, BA4. BA4 formation de sécurité électrique où on sensibilise les candidats au danger de l'électricité. Il y a de la mécanique industrielle, alors il y a 5 ou 10 jours. Pourquoi? Parce que pour les formations intérimaires, il y a deux possibilités. Soit on les intègre directement dans un groupe avec une entreprise, et généralement c'est des formations de 5 jours. Mais il y a la possibilité de les intégrer dans un groupe de chercheurs d'emploi, et là c'est 10 jours. Alors la différence, c'est tout simplement que sur les 10 jours, on verra beaucoup plus de matière. On va aller beaucoup plus loin dans la formation. Maintenant, c'est toujours en fonction d'eux, mais 10 jours, c'est vraiment top pour vraiment soit procéder à un refresh
ou soit apprendre des petites nouvelles choses, des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que Technocampus a la chance de pouvoir bénéficier du matériel de dernière génération. Donc, ne fût-ce que pour refaire une petite mise à jour sur les nouvelles technologies, c'est toujours un petit avantage. Alors, on a une formation de 2 jours sur la lubrification des machines. C'est tout simplement utiliser la bonne huile. Il faut savoir qu'il existe une multitude de manières de lubrifier et une multitude d'huiles en fonction de ce qu'on doit faire. Ensuite, on a vraiment une formation qui est dédiée au roulement, où on va procéder au diagnostic, c'est-à-dire que des roulements dans le secteur industriel, il en existe une bonne centaine, et donc il faut savoir, entre guillemets, repérer quelles sont les anomalies et comment est-ce qu'on va procéder au roulement. Et cette formation de 2 jours permet d'acquérir les compétences pour réaliser ces différentes tâches. Ensuite, on a les techniques d'alignement. Les techniques d'alignement, on va faire simple pour comprendre, c'est tout simplement, imaginez, vous êtes sur votre vélo, vous avez le pédalier avant et le pédalier arrière, et bien vous avez le dérailleur qui va permettre à la chaîne de s'aligner parfaitement entre les 2 pignons. Et bien les techniques d'alignement en industrie, c'est à peu près le même genre, mais sauf qu'on va travailler avec ce qu'on appelle des poulies, courroies, des engrenages. C'est pas le même dimensionnement, on est sur des choses beaucoup plus grandes. Mais voilà, là, c'est de la précision. On parlait tout à l'heure qu'il fallait être précis, minutieux. Les techniques d'alignement, si c'est mal aligné, c'est directement la casse. Donc, il existe plusieurs techniques, que ce soit des techniques conventionnelles ou des techniques avec des appareils bien spécifiques maintenant, des appareils informatiques. Ici, on voit les deux. C'est pour ça que cette formation fait 2 jours. Ensuite, tout ce qui est métrologie. Métrologie, c'est quoi? C'est tout simplement apprendre à utiliser les bons appareils de mesure. Ça peut être un mètre, ça peut être un pied à coulisse, un pied palmaire, mais c'est un indispensable pour un mécanicien. Nous avons la petite formation dédiée aux mécaniciens, c'est l'électricité. C'est 5 jours où on va lui apprendre les b.a.-ba de l'électricité, de pouvoir aussi intervenir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand il doit travailler sur une partie mécanique, mais qui est actionnée par un moteur électrique, eh bien, il doit savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, cette formation va lui permettre d'intervenir sur des petites installations électriques et de travailler en toute sécurité. Ensuite, nous avons les incontournables pour le mécanicien. L'hydraulique, alors elle se fait en 5 jours. Il y a des possibilités, mais ça, n'hésitez jamais à revenir vers Valérie pour ça. Il y a toujours des possibilités d'augmenter ces jours de formation, puisque au moment où il est intérimaire, il peut être chercheur d'emploi le lendemain, et on peut l'intégrer sur des formations un peu plus longues. Donc pour l'hydraulique, pour la pneumatique, c'est la même chose. Ensuite, on revient avec ces fameux brevets. Brevet cariste, brevet pontier, et là on a rajouté brevet nacelle. Pourquoi? Parce que parfois il peut être amené à travailler en hauteur, et généralement qui dit travail dit travail en nacelle. Donc ces formations font 2 jours si le groupe fait moins de 5 personnes. S'il fait plus de 5 personnes, automatiquement on passe à 3 jours. C'est toujours la même chose, c'est une question de qualité pour être sûr et certain que chaque stagiaire puisse avoir vraiment une formation sur mesure et de qualité. Donc, on va arriver tout doucement à l'électricien industriel, l'électricien de maintenance ou l'électricien automaticien. C'est généralement les 3 termes que l'on demande. Alors, je vois que j'avais fait un mauvais copier-coller. Alors, c'est rien, je vous le corrigerai, mais l'électricien industriel, en fait, c'est la personne qui va être en charge de réaliser les différents câblages, les différentes connexions, que ce soit avec des petits fils ou des gros câbles. Donc, il doit être capable aussi de fixer
les différents supports qui permettront de poser ces différents conducteurs, les câbles, les fils. Donc, on parle de chemin de câble, d'échelle à câble, de bac à câble, de tubage. C'est vraiment des essentiels que l'on va retrouver en entreprise. C'est un petit peu la même chose, on va retrouver le même contexte qu'un mécanicien. Hein. Il y a du montage, du démontage, c'est plutôt rare, on a beaucoup de montage. On va réaliser les coffrets électriques, les armoires électriques, on va faire la jonction entre les armoires électriques et les parties opératives. Dans les parties opératives, ce sont les lignes de production où on a des robots, des convoyeurs, des systèmes pneumatiques. Et donc, l'électricien, c'est lui qui va réaliser les différents raccordements. Ça, c'est pour la partie montage. La partie démontage, eh bien, quand on a, par exemple, sur une ligne de production, on va la moderniser, on va passer, par exemple, je ne sais pas moi, une once-hacheuse de dernière génération, il va falloir retirer l'ancienne. Et donc, ça, c'est l'électricien qui va être en charge de réaliser la déconnexion des différents câbles et ensuite de préparer les nouvelles passerelles, les nouveaux câbles pour pouvoir réaliser le raccordement. Sur la partie dépannage, c'est en fonction toujours de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont vraiment recruter des monteurs et d'autres qui vont plutôt rechercher des électriciens de maintenance où on va réaliser pas mal de dépannage. Il va intervenir sur plusieurs types d'installations. Elles peuvent être, et elles le sont de plus en plus, automatisées, robotisées. Donc, on va aller un peu plus haut dans les compétences. Pourquoi? Parce que c'est sous contrôle d'automates programmables ou de systèmes robotisés. Donc, il faut aller chercher les compétences dans les automates programmables. Il faut savoir comment ça se raccorde. Comment ça se programme. Pourquoi? Parce qu'il est amené dans certains cas à réaliser quelques petites modifications dans la programmation. Pour l'électricien automaticien, ça fait partie intégrante de son job. Et pour l'électricien de maintenance, parfois en réalité c'est un électricien industriel de maintenance et automaticien qui ne fait qu'un. Donc il doit savoir dépanner ces systèmes automatisés, ces systèmes robotisés. Et il doit procéder, dans certains cas, à de la maintenance. Ça peut être réalisé par des thermographies. Alors, c'est quoi une thermographie? C'est un petit appareil qui permet, entre guillemets, on en a utilisé ici dernièrement, vous avez peut-être été confronté à ça. C'est tout simplement une petite caméra infrarouge qui permet de mettre en évidence des points chauds. Ce sont tout simplement des points de chaleur. Ça, c'est une fonction qui est requise pour l'électricien industriel. Alors, les compétences techniques, ça, c'est vraiment sa base. C'est de pouvoir justifier des connaissances en électricité, en électrotechnique. Il doit connaître les différentes lois fondamentales sur le bout des doigts. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en un jour, c'est vraiment les bases qui permettront à l'électricien d'évoluer tout au long de sa carrière. Maîtriser les différentes techniques de câblage, parce que ce n'est pas la même chose avec un petit fil que vous allez rencontrer à la maison, comparé à un câble qui est 200 fois plus gros, qui se trouvera en entreprise. Les approches sont totalement différentes. Donc, il doit savoir aussi bien manipuler les fins câbles, les gros câbles et les manières de les tirer et de les raccorder. Toujours, les règles de sécurité, c'est un impératif. Hein. Malheureusement, dans ces métiers-là, on sait bien que le danger n'est pas nul et les formations en sécurité sont des impératifs. Il doit être capable de lire et interpréter un plan électrique, tout simplement l'équivalent d'une carte pour un chauffeur poids lourd. Hein, quand il fait de l'international, il ne doit pas nécessairement se fier exclusivement à son GPS, il doit être capable de lire une carte géographique. Et bien, pour un électricien, il doit être capable de lire et d'interpréter un schéma électrique
de n'importe quelle machine, de n'importe quelle armoire. Donc, il y a des normes européennes, il y a des normes américaines, et doit les maîtriser toutes. Il doit aussi être capable de réaliser quelques petites modifications par rapport à ça. Il doit pouvoir repérer, tracer et rectifier les implantations. Donc, quand on entend implantation, on parle d'une armoire électrique, on parle d'une partie opérative. Donc, ça, c'est la ligne de production, le process en lui-même. Et ce qui fait la jonction entre les deux, ce sont les passerelles qui permettent de tirer les câbles. Dans certains cas, on parle d'aller à la pêche. Il doit procéder à différents repérages, dire, ben voilà, tiens, ce câble-là, il part de là, où est-ce qu'il arrive? C'est vraiment la partie repérage. Dans certains cas, il va tracer pour pouvoir permettre de réaliser les différents montages de passerelles et parfois rectifier. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle infrastructure qui vient, il faut modifier l'existante. Il doit être capable d'utiliser les différents outils, hein, que ce soit une perceuse, une disqueuse, il est manuel et il est capable de monter des appareils électriques. Alors, qu'est-ce donc des appareils électriques? Ça peut être un moteur électrique, ça peut être un transformateur hein, qui permet d'abaisser ou d'augmenter une tension électrique. L'air de rien, vous en utilisez tous les jours, hein, mais vraiment à petite échelle, des transformateurs pour l'alimentation de votre ordinateur portable, par exemple, c'est un transformateur. Pour pouvoir recharger votre téléphone, c'est aussi un petit transformateur. Sauf qu'en industrie, les transformateurs sont beaucoup plus conséquents et notre électricien doit être capable de procéder aux différents raccordements, mais aussi aux différents tests. Et pour pouvoir procéder à ces différents tests, eh bien, il va utiliser plusieurs appareils de contrôle et de mesure. Ensuite, si je prends vraiment la partie maintenance, il doit être capable d'identifier tous les défauts, d'effectuer des dépannages, que ce soit sur des lignes de production conventionnelles qu'on rencontre encore dans le secteur industriel, mais de plus en plus, on va rencontrer des lignes de production automatisées et donc il doit être encore une fois familiarisé à ces. Je ne vais pas parler de nouvelles technologies parce que les automates, etc., ça fait déjà pas mal d'années, des décennies même, qu'on les retrouve en industrie, mais elles sont en perpétuelle évolution. Donc les automates d'il y a 30 ans ne sont plus les automates de maintenant. Il faut savoir qu'on peut faire de la maintenance depuis une tablette actuellement. Donc il faut être vraiment orienté nouvelles technologies quand on travaille dans ces domaines-là. Donc on va parler un petit peu du savoir-être de notre électricien. Il est encore une fois aussi bien que le mécanicien. Il doit être capable de pouvoir planifier ces différentes interventions. Il prend des initiatives, il est toujours proactif, hein. Il est habile de ses mains, il est encore une fois polyvalent parce que c'est aussi bien que le mécanicien est un MacGyver dans son domaine, eh bien l'électricien, lui, il est tout aussi dans son domaine, hein. Il faut chaque fois trouver des solutions, il faut être orienté solution. On parle de flexibilité, pourquoi? Parce que aussi bien que pour le mécanicien, vous ne l'avez pas mentionné, généralement l'électricien est de garde. Quand on travaille dans une usine, même si on fait un horaire de bureau, on peut être rappelable une fois par semaine, enfin, sur une semaine, et on peut démarrer à 2 heures du matin pour pouvoir aller dépanner un convoyeur qui s'est mis à l'arrêt. Si on s'est dépanné, c'est parce qu'on a aussi cette faculté d'être autonome. On sait se débrouiller tout seul, on est capable de dépanner et de remettre l'outil en marche. Comme c'est un métier qui est perpétuellement en évolution, il doit être curieux et s'intéresser aux nouvelles technologies. L'électricien d'il y a 30 ans n'a plus rien à voir avec l'électricien d'aujourd'hui. L'électricien d'aujourd'hui va travailler avec beaucoup d'outils digitaux, que ce soit un multimètre connecté, une tablette, où il va aller chercher les informations, il va s'aider de l'automate programmable pour pouvoir dépanner. Encore une fois, il doit avoir le sens de la communication
et se sentir responsable. Il est précis, il est minutieux et bien évidemment résistant au stress, puisque lorsqu'une ligne de production va se mettre à l'arrêt, eh bien, il va, entre guillemets, avoir la pression des responsables de production derrière lui pour remettre l'équipement en service le plus rapidement possible. Eh bien, tout ça nécessite d'avoir une bonne condition physique. C'est impératif. Les formations requises pour l'électricien industriel de maintenance ou automaticien, c'est toujours la même chose. On va commencer par du VCA. Sur certaines usines, si on n'a pas le VCA, je ne vais pas vous l'apprendre, on ne rentre pas. Ensuite, on a le BA5. Vous avez vu précédemment, on parlait beaucoup de BA4. Ici, on est sur du BA5. La différence entre les deux, le BA4, on va avertir la personne des dangers. Le BA5, la personne, elle va être capable elle-même d'identifier les différents dangers que l'on peut rencontrer dans le domaine de l'électricité industrielle et par la suite, elle va pouvoir en avertir les différentes personnes. Alors, on a du BA5 basse tension en 2 jours et du BA5 haute tension qui est un perfectionnement du BA5 basse tension. Ensuite, pour pouvoir faire un refresh, on a de l'électricité qui fait 5, 10 ou 20 jours. C'est toujours en fonction du public avec lequel va se retrouver l'intérimaire. Si c'est 5 jours, ça peut être avec une entreprise. Généralement, c'est l'électricité de niveau 1. 10 jours, on va aller aussi sur un perfectionnement, c'est le niveau 2. On a le niveau 1, le niveau 2, où là, c'est vraiment pour un électricien confirmé. Et 20 jours, c'est le module long que l'on fait pour les chercheurs d'emploi. Là, on peut partir de zéro. Nous avons des formations spécialement dédiées aux différents appareils de mesure que va utiliser l'électricien industriel dans sa fonction. On parle de là d'un multimètre, d'une pince ampère-métrique, d'un mégère, etc., pour ne pas tous les citer. On va aussi avoir un petit module de mécanique industrielle pour un électricien. Pourquoi? Parce que parfois, il est amené de réaliser des petites réparations et ces petites bases en mécanique lui facilitent la tâche. On peut imaginer, il doit changer un système de détection, modifier une patte en acier. Avec ce petit module de mécanique, il va être capable de la découper, de la limer, forer, tarauder, de réaliser vraiment des petites interventions en mécanique. Dans ces attributions, on va retrouver plus en détail de l'hydraulique, de la pneumatique. Pourquoi? Parce que on va parler d'électro-hydraulique, d'électropneumatique. Donc tous ces dispositifs sont commandés électriquement et c'est notre électricien qui va soit procéder aux différents raccordements et qui va réaliser aussi la maintenance de ces différents équipements de manière électrique. Il est aussi amené d'utiliser un Clark. C'est pour ça qu'on a ici mis dans les formations disponibles pour l'électricien industriel ce fameux brevet cariste, un moteur électrique. Ce que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, ça va peser quelques kilos. En industrie, on a des moteurs qui font parfois plus de 100 kilos et à ce moment-là, il faut utiliser un Clark pour l'amener du point A au point B. Et quand on a la possibilité, eh bien, on va utiliser un pont, puisque dans l'industrie, il y a pas mal de ponts qui sont présents. Et c'est pourquoi on met ici dans ces formations aussi la possibilité de passer le brevet pontier. C'est toujours pratique en entreprise d'avoir ce brevet. Et la même chose, l'électricien industriel, lui, c'est certain, il va être amené à travailler en hauteur. C'est pourquoi le brevet nacelle est aussi un impératif dans ce métier. C'est toujours la même chose pour le cariste pontier et nacelle. C'est une formation de 2 jours de base. Et si le groupe est supérieur à 5, à ce moment-là, on passe à 3 jours.
Ensuite, pour se familiariser avec les systèmes automatisés, eh bien, là, on va aller vraiment dans le vif du sujet des automates. Donc, il y a des marques qui sont leaders. À 90%, c'est du Siemens. Donc, on propose des formations vraiment ciblées Siemens. C'est une marque d'automates un petit peu comme on va retrouver Mercedes, BMW pour des voitures. Siemens, c'est une marque d'automates la plus représentée dans le domaine industriel. Ensuite vient Rockwell, c'est aussi une marque d'automates. Des variateurs de fréquence, c'est ce qui va permettre de modifier la vitesse d'un convoyeur, d'une bande transporteuse ou de régler un débit par rapport à une pompe. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément en industrie. Quelque chose d'hyper important, puisqu'on parle de maintenance, c'est la méthodologie de dépannage d'un système automatisé. Alors, on travaille ici sur une mini-usine où on va leur apprendre le b.a.-ba du dépannage, la procédure, la méthode à travers différents outils pédagogiques. C'est-à-dire que quand la personne quitte la formation, elle a en main toute cette manière de procéder au dépannage. Elle va pouvoir réaliser un dépannage en utilisant une méthode, on appelle ça la méthode dichotomique. Je ne vais pas rentrer encore une fois trop dans les détails techniques, mais c'est une méthode qui permet d'aborder de manière posée, sereine, de procéder à un dépannage dans les meilleures conditions. Alors, un incontournable aussi, c'est l'instrumentation et régulation. Alors, qu'est-ce donc l'instrumentation et régulation? Pour vous donner un exemple simple, imaginez votre friteuse, vous avez le petit commutateur qui permet de régler la température, 180 degrés. Et bien, tant qu'on n'a pas atteint cette température, bien, on continue à chauffer. Et quand on a atteint les 180 degrés, généralement, vous entendez un petit clic et vous avez atteint ce qu'on appelle la consigne. Et quand vous plongez vos frites, eh bien, la température baisse instantanément et donc on rechauffe à nouveau. En industrie, c'est à peu près dans ce style-là, sauf que c'est un peu plus compliqué. On va s'arranger. Je prends par exemple, on est chez Lutosa où on fait les frites. Là, on ne peut pas se permettre que l'huile de cuisson chute brutalement. Donc, on va réguler et on va maintenir, c'est par exemple, c'est 160 degrés impérativement. C'est de l'instrumentation, c'est de la régulation. On va voir en revue les différents types de détection. Ça peut être température, un débit, un volume dans une cuve, etc. Alors, un petit peu, je reprends mon exemple avec notre ami camionneur qui doit être capable de lire une carte. Eh bien, un électricien doit être capable de lire un schéma électrique et de réaliser quelques petites modifications. C'est pourquoi nous avons la formation conception et lecture de schéma électrique où on va revoir en revue les différentes normes et la manière d'appréhender un schéma électrique. Alors, on va passer à l'électromécanicien. Je pense que ça, de manière unanime, nous sommes tous d'accord où c'est vraiment la pénurie. C'est la perle rare à l'heure actuelle, l'électromécanicien, le technicien de maintenance. Alors, on sait bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, une entreprise, elle ne sait pas tourner si les machines et les lignes de production ne fonctionnent pas de manière optimale. Alors, notre électromécanicien, technicien de maintenance, c'est l'équivalent un petit peu du médecin généraliste. Il connaît un petit peu tout. Dire par là qu'un électromécanicien, il va avoir des compétences en hydraulique, en pneumatique, en mécanique, en électricité, en automation. C'est vraiment son profil, son domaine d'intervention est très diversifié. Ce n'est pas le spécialiste, mais il a quand même des connaissances de base qui lui permettent d'intervenir sur ces différents domaines. Alors, on parle de dépannage, mais on parle aussi beaucoup de maintenance. Il y a de la maintenance préventive. On va tout simplement contrôler l'usure de certaines pièces et remplacer celles-ci si elles sont défectueuses. En cas de panne,
Il détermine les causes, il intervient rapidement, il a la méthode aussi pour pouvoir intervenir le plus rapidement, le plus méthodiquement aussi sur partie mécanique, hydraulique, pneumatique. C'est vraiment ses domaines de prédilection. Il est aussi très actif dans l'amélioration des processus. Donc, quand on trouve des solutions, on les partage. C'est vraiment son rôle aussi dans la maintenance, puisqu'on a des plans de maintenance qui évoluent constamment. On revient toujours, pour moi, sur quelque chose de primordial, c'est la sécurité. Le milieu industriel, dans certains cas, est très dangereux, donc ce technicien doit être hyper vigilant. Il y a des dangers, vous avez des machines tournantes, vous avez aussi, si je prends dans les aciéries, vous avez de l'acier qui sort en fusion. Dans les verries, c'est pareil, il faut être hyper vigilant et vraiment orienté sécurité. Les compétences techniques, bien, il va pouvoir lire et analyser et comprendre les différents types de schémas pour pouvoir dépanner, que ce soit en électricité, en électronique, en pneumatique, en hydraulique, en mécanique aussi. Il sait tester, contrôler, régler l'installation en respectant les règles de sécurité. C'est un incontournable, on ne peut pas faire n'importe quoi en entreprise, il faut respecter des procédures. Il est capable d'identifier les défauts et d'effectuer le dépannage. Ça veut dire par là qu'il ne va pas aller à l'aveugle et aller en tâtonnant. Quand il intervient sur une installation, c'est avec une méthode. Il est capable de sélectionner les appareillages en fonction de la tâche à accomplir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'utiliser les bons outils pour le bon travail. Intervenir sur un système automatisé industriel, donc il va réaliser différents tests. Il est capable aussi de modifier quelques lignes de programmation. Imaginons, je reviens sur mon exemple de cuisson des frites chez Lutosa. Si à un moment donné, les frites sont plongées 37 secondes et qu'on change et on passe à 38 secondes, il est capable de rentrer dans le programme et de réaliser quelques petites modifications. Il assure le bon fonctionnement des machines. Ça, ce sont les différents plans de maintenance, que ce soit maintenance préventive, prédictive. Je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi la maintenance curative. Et il utilise les différents instruments de mesure et de contrôle. C'est un petit peu l'équivalent du stéthoscope pour le médecin généraliste. Eh bien, non l'électromécanicien, il va avoir l'équivalent dans son métier. Je parle du multimètre, d'une petite tablette qui lui renseigne à l'heure actuelle. On est sur les entreprises 4.0. On reçoit les informations en temps réel des process, que ce soit sur un smartphone ou sur une tablette. Il n'y a même plus besoin dans certains cas d'aller sur place pour procéder aux mesures. C'est du monitoring de process. Alors, pour les soft skills, on va retrouver toujours plus ou moins la même chose, la planification de ses interventions. Il doit prendre des initiatives la plupart du temps, il doit être proactif, il est habile de ses mains. La polyvalence, ça c'est dans un certain... Je parlais de MacGyver, mais lui, c'est vraiment le haut du MacGyver, c'est vraiment trouver des solutions dans différents domaines, puisque il va intervenir sur de l'hydraulique, de la pneumatique, de la mécanique, de l'électricité, sur les automates programmables. Mais encore une fois, ce n'est pas le spécialiste. Il a vraiment de très bonnes bases, mais si on doit aller plus loin, on va aller chercher le mécanicien, l'électricien ou ce qu'on verra après, l'automaticien. Il est encore une fois curieux aux nouvelles technologies. Il a le sens de la communication et des responsabilités. Dans tous les métiers de la maintenance, eh bien, on revient avec la précision et la minutie, la résistance au stress et la bonne condition physique. Vous savez, ce sont des travaux qui sont réalisés parfois dans des ambiances un peu délicates, très chaud, très froid, très sale. Pour les formations qu'on préconise, on revient encore une fois sur les formations de sécurité, le VCA, PA5, sécurité électrique. Il est capable d'identifier
et d'avertir les dangers liés à l'électricité. Formation d'électricité, appareils de mesure. Ici, c'est la mécanique aussi, l'hydraulique, la pneumatique, les brevets caristes, pontiers, nacelles. Et ensuite, toute la gamme d'automates, puisqu'il va intervenir aussi sur les systèmes automatisés, la formation méthodologie de dépannage et ensuite quelque chose de nouveau. On a intégré ici la maintenance d'un robot, puisque l'électromécanicien va aussi intervenir de plus en plus sur des systèmes robotisés. C'était déjà bien actif depuis les années 70-80, hein, la robotique, mais maintenant, on va en retrouver de plus en plus, même dans les petites PME. Et donc, pour nous, c'est hyper important qu'ils puissent être sensibilisés et de savoir un petit peu comment est-ce qu'on réalise la maintenance d'un robot. Donc ici, nous travaillons avec les 3 marques les plus répandues actuellement dans le Benelux, c'est-à-dire ABB, Fanuc et Stobli. Alors, on va terminer par l'automaticien. L'automaticien, pour vous parler un petit peu de lui, qui est-il cet automaticien? C'est un petit peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner vie au process, aux lignes de production. On peut imaginer un scénario un petit peu comme je parlais de Steven Spielberg, hein, quand il va tourner un film, avant de tourner un film, il va établir un scénario qu'il va distribuer aux différents acteurs et puis il y a la mise en scène. Eh bien, un automaticien procède exactement de la même manière. Donc, il va réaliser ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. C'est l'équivalent d'un scénario. C'est-à-dire, par exemple, si j'appuie sur le bouton poussoir un tel, alors je démarre telle bande transporteuse pendant X secondes et ensuite il se passe cela. Ça, c'est une fonction première de l'automaticien parce que c'est un petit peu un caméléon, l'automaticien. Il peut très bien travailler dans un bureau d'études ou il peut très bien travailler aussi dans la maintenance ou dans les améliorations continues que l'on va rencontrer sur les différentes lignes de production. Alors, donc, notre automaticien, il a vraiment des domaines de prédilection. Ce sont les automates programmables dans un premier temps. Les différents langages de programmation n'ont aucun secret pour lui. Il les manipule de la même manière qu'il manipule la langue française. Ses compétences techniques, eh bien, il faut savoir que pour pouvoir, entre guillemets, piloter les différents process, eh bien, il faut quand même avoir des connaissances, que ce soit en mécanique, en électricité, en électronique, en hydraulique, en pneumatique, bien évidemment de l'informatique et des différents logiciels de conception assistés par ordinateur qui vont avec. Petit exemple, si vous avez un vérin, c'est quelque chose que... allez, pour vous donner un exemple, quand vous ouvrez le coffre de votre voiture, eh bien, ce qui maintient le coffre ou le capot, c'est un vérin. Et donc, là, ici, de plus en plus, sur les voitures, ce sont des vérins électriques, mais il existe des vérins pneumatiques, hydrauliques. C'est l'équivalent, pour encore être plus simple, d'une seringue. Quand vous pressez dessus, vous chassez de l'air. Eh bien, là, ici, c'est piloté électriquement par un automate. Mais pour pouvoir le faire, notre automaticien, il doit savoir comment ça fonctionne. Son expertise, c'est comme je vous l'expliquais, c'est la programmation. Il existe plusieurs types d'automates et donc tout ça ne doit avoir aucun secret pour lui. Il a une connaissance pointue du vocabulaire technique en anglais. Il faut savoir que beaucoup de logiciels de programmation se programment en anglais. Il a d'excellentes connaissances en mathématiques parce que la programmation, en réalité, va faire appel à certaines équations. Si je prends de la régulation, ça, c'est un domaine un peu plus complexe où il faut avoir de très, 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 très bonnes compétences en mathématiques. Alors, son savoir-être, c'est de la rigueur, précis, il a un esprit logique. La logique chez un automaticien, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait de lui un bon automaticien. Il doit se projeter, avoir cette vision spatiale.
des aptitudes de communication. Il est un peu, dans certains cas, la passerelle entre, entre les ingénieurs et les différents techniciens qui vont intervenir sur la conception des lignes de production. C'est vraiment lui qui est en charge de mettre tout ça en musique, l'équivalent d'un chef d'orchestre. Il est créatif, pourquoi? Parce qu'il faut trouver des solutions. Il est toujours orienté solution. Pourquoi? Parce que quand il va réaliser des mises en service, il va être confronté à pas mal de petits problèmes qui n'étaient pas prévus et il faut chaque fois trouver des solutions. Il faut être inventif, créatif. Il a le sens de l'observation. Il disait, quand il va encore une fois procéder aux mises en service, quand il est sur site, il doit avoir les yeux partout en temps réel pour vraiment avoir cet esprit d'observation. Il a l'esprit analytique, hein. Il adore ça, manipuler les chiffres pour pouvoir programmer au mieux. Il a cette capacité d'adaptation dans les domaines de l'innovation technologique. Ça évolue tellement que l'automaticien doit se former constamment à ces nouvelles technologies. Et pour pouvoir travailler dans les différents... il peut travailler, encore une fois, soit dans un bureau d'études bien au calme, mais il peut aussi travailler dans des environnements très bruyants. 80% de son job, s'il travaille dans un bureau d'études, c'est au bureau derrière un écran, et les 20%, ce sont les mises en service. Mais les mises en service, c'est directement à l'usine, et là, voilà, c'est la saleté. Dans certains cas, c'est des positions inconfortables parfois, puisqu'il faut aller régler un petit capteur, et ça, c'est dans ses attributions. Et donc, on revient sur les formations. Et les formations, on va retrouver le même canevas sur la sécurité du VCA, du BA5, du BA5 haute tension, de l'électricité, de l'hydraulique, de la pneumatique. Il doit être capable aussi capable de dépanner les systèmes automatisés. Donc, il y a encore une fois cette formation où on va aller ici plus dans le dépannage à l'aide d'une console de programmation et de faire d'elle, de cette console de programmation, un allié pour pouvoir dépanner. L'instrumentation régulation et capteur et principe de mesure. Et ensuite, on va terminer ces formations par les formations automatisme avec toute la gamme d'automates que l'on va rencontrer le plus souvent en industrie et aussi des formations qui sont les formations de la programmation d'un robot. Il y a de l'ABB, il y a du Fanuc, il y a du Stobli. Voilà. C'était la petite présentation sur les différents métiers les plus représentatifs de la maintenance. Donc, n'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, la foire aux questions est ouverte. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. On a appris beaucoup de choses. Avez-vous des questions? Vous pouvez peut-être désactiver vos micros et prendre spontanément la parole. Les autres, ils vont tailler café, Maïs, tu veux. Bon. Je vais lire ça dans les conversations. Mais sinon, c'était super intéressant. Merci beaucoup, c'est un refresh pour moi. C'était très clair et voilà, j'ai une collègue qui arrive bientôt, qui commence et je lui montrerai en tout cas la vidéo. Je suppose que vous allez nous l'envoyer. Oui, on va vous l'envoyer. Oui, super. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je vois que Brian a une question. Oui, bonjour, enchanté, Brian. Bonjour, de chez Brian. Talentus. Bonjour. Moi, en fait, je me posais une question de manière générale. Ce que vous n'avez pas vraiment abordé cette question-là, mais moi, j'ai du mal avec la différence, que je suis aussi un peu nouveau, on va dire ça comme ça, dans ce domaine-là, Oui. entre un électronicien et le reste, en fait. Donc, je sais bien que des fois, dans les industries, ils sont entre les deux. Donc, j'ai encore du mal à vraiment faire la différence entre les deux. S'il y avait moyen de m'expliquer ça, ce serait vraiment gentil. Alors, un électronicien, là, on est vraiment sur un domaine hyper pointu, c'est de l'électronique. Alors, l'électronique, on va rencontrer ça, allez, pour vous donner un exemple simple, un ordinateur, c'est bourré d'électronique, de cartes électroniques. On va retrouver des composants miniaturisés, soit une diode, un transistor. Pour faire simple, je vais vous faire une analogie, vous allez voir tout de suite.
On va prendre un mécanicien horloger qui va travailler sur une montre. Ça, c'est un électronicien. Et un électromécanicien ou un électricien, c'est quelqu'un qui va travailler sur de la mécanique automobile. C'est l'équivalent. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus pointu, l'électronique. Maintenant, il faut voir un petit peu, parce qu'il y a un autre terme, c'est l'électrotechnique. Alors, électrotechnique, c'est l'équivalent de l'électromécanicien. C'est un nouveau terme qui va emballer là-dedans plusieurs thématiques, plusieurs domaines. On va retrouver de la pneumatique dans l'électrotechnique, de l'automation, de l'instrumentation et régulation. Il faut voir un petit peu par rapport à ça ce qu'ils demandent. Parce que, à mon avis, on est plus dans l'électrotechnique. Pourquoi? Parce que l'électrotechnicien, l'électronicien plutôt, excusez-moi, ça a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que les circuits sont de plus en plus petits. Si je reprends, allez, on est en 2022, dans les années 2000, fin des années 90, on utilisait encore des disquettes. Sur une disquette, on mettait 2 photos, elle était pleine. Maintenant, on va utiliser des clés USB qui ne font pas plus d'un centimètre. Et là, vous pouvez mettre des centaines de milliers de photos. Pourquoi? Parce qu'on a miniaturisé de plus en plus les différents composants et ça devient de plus en plus difficile, voire même impossible d'intervenir de manière humaine. Maintenant, c'est généralement des robots qui vont procéder au soudage des différentes cartes. C'est moulé dans des résines ou quand malheureusement c'est défectueux, c'est en panne, on ne sait plus vraiment intervenir dessus, il faut remplacer. C'est un métier qui va évoluer. On est plus maintenant sur de l'électronique, de programmation, où là, c'est des petits microprocesseurs que l'on programme. Mais l'électronique en elle-même va disparaître graduellement. Pourquoi? Parce que humainement, c'est plus possible d'intervenir dessus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question au final. Oui, ben déjà, je vois un peu mieux la différence, effectivement. Là, parce que pour moi, la frontière est un peu plus floue. Donc, faut toujours voir. C'est pour ça que, par rapport à là, je ne me suis pas arrêté à un seul terme de métier, hein, parce que l'électricien, quand on regarde un petit peu dans les différents descriptifs, on va demander un électricien automaticien, on va demander un électricien industriel, un électricien de maintenance. Mais quand on regarde un peu le contenu, il y a beaucoup de similarités entre ces différents termes. Il faut toujours voir un petit peu dans la demande, qu'est-ce qu'ils entendent par électronicien, ou parce que électronicien, en réalité, ça peut faire aussi appel à un automaticien parce qu'il juge que c'est de l'électronique et dire, oui, nous, il nous faut un électronicien parce qu'on a des automates programmables dans notre entreprise. Après, vous avez mes coordonnées en fin de présentation. N'hésitez pas à me contacter quand vous avez des questions. Hein. Alors, je vous avoue de préférence par téléphone. Parce que si vous me faites un mail, je risque de vous répondre parfois Ok, super. quelques temps après. On n'hésitera pas. C'est gentil, merci. Y a-t-il d'autres questions? Il faut en profiter tant que Nicolas est parmi nous. Non? Moi, éventuellement, j'ai une petite question. Oui. Toutes les formations, du coup, j'ai eu le cas, c'est que pour les demandeurs d'emploi. Alors, on fait les formations entreprises, mais à ce moment-là, l'entreprise, entre guillemets, doit payer la formation. Quand c'est des chercheurs d'emploi, la formation est totalement gratuite. Ok, donc ça, on doit voir ici en interne. En fait, c'est parce que j'ai eu le cas avec une personne qui était pensionnée, qui devait passer son BA4 et BA5, et du coup, il n'a pas pu, la passer avec vous, quoi. Non, à ce moment-là, il doit être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi. Ouais. Ok. Oui. D'accord, super, merci. De rien. Si suite à cette présentation, vous avez des besoins en formation qui vont émerger, n'hésitez pas à revenir vers moi donc pour les agences du Hainaut et du Brabant wallon et revenir vers Grégory Beaujean pour les agences faisant partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Et alors, on verra comment répondre au mieux à votre demande et inscrire votre candidat dans les diverses sessions que Nicolas vient de nous présenter.
Alors, même si la thématique n'est pas reprise dans la présentation que vous allez recevoir, n'hésitez pas à revenir. Pourquoi? Parce qu'on a plus de 400 fiches programmes de formation. Donc là, ici, j'ai été vraiment sur les, entre guillemets, les formations standards, mais on a souvent d'autres formations disponibles. Mais voilà, ici, je ne les ai pas mises parce que sinon, ça aurait fait beaucoup, et il m'aurait certainement fallu plus d'1 heure pour pouvoir vous expliquer tout ça. Oui, je pense aussi, Nicolas. D'autres questions? Non? On va vous faire parvenir par mail la présentation, d'accord, ainsi que l'enregistrement. Donc, vous allez recevoir ça dans les jours qui vont suivre. S'il n'y a plus d'intervention, je tenais en tout cas à vous remercier. Vous étiez nombreux, donc ça fait toujours plaisir de voir que les événements que l'on organise ici au SAM Travi portent un grand intérêt auprès des agences. Et je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bon appétit également. Merci, au revoir. Au revoir. Un bon